Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire sur les modèles socio-économiques des acteurs de l'ESS. Alors, dès que nous parlons finalement de questions de modèles socio-économiques, il y a une certaine forme d'injonction à diversifier son modèle, à hybrider son modèle. Et finalement, nous voyons très rapidement le besoin pour les acteurs de l'ESS d'être outillés dans leur réflexion pour savoir comment concrètement pouvoir traiter cette question, réfléchir à cette question, tout en laissant le modèle socio-économique à sa juste place, c'est-à-dire un outil au service du projet associatif, et bien évidemment comment pouvoir développer ces actions tout en préservant les valeurs et finalement les objectifs que l'on s'est donnés dans son projet social. Pour pouvoir réfléchir à ces questions et pouvoir outiller les organisations et les territoires, nous avons associé trois compétences complémentaires, trois acteurs complémentaires qui, par leur regard croisé, peuvent apporter finalement une dimension très intéressante et très complémentaire à cette dynamique. Le premier, la DASI, est un dispositif d'accompagnement stratégique des structures d'intérêt général qui, depuis 2014, agit aujourd'hui sur le terrain grâce à une dynamique collective dans ces questions de transformation de la société économique. PIE est un acteur d'accompagnement et de financement territorial qui, très concrètement, tous les jours, auprès des acteurs de l'ESS, finalement, dialogue avec eux sur ces questions-là. Et le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur des questions d'alliance innovante au service du bien commun. Dès que nous parlons de cette question de modèle socio-économique, il est intéressant et important de voir finalement de quel point de vue on passe pour pouvoir finalement traiter de cette question. En tant que laboratoire de recherche empirique, nous avons débuté dès 2008 nos réflexions sur les transformations des modèles socio-économiques et structures d'intérêt général et nous avons basé notre modèle de recherche à la fois sur des cas très concrets. Nous avons pu travailler en proximité dans des dialogues de gouvernance avec plus de 200 structures portant des missions d'intérêt général, de pouvoir avoir des études qui viennent corroborer cette réflexion, et puis bien évidemment de pouvoir les mettre en débat, et notamment des débats qui ont été organisés avec les têtes de réseau associatifs, avec les acteurs de l'ESS, et puis bien évidemment avec le représentant des associations, le mouvement associatif. Dans ce cadre-là, nous avons ensuite formalisé, capitalisé, modélisé l'ensemble de ce que nous avions vu depuis 10 ans, et c'est cette dynamique, après les avoir finalement débattus, challengés, étayés par la pratique de terrain à la fois de PIE et de l'ANASI, que nous vous proposons de partager aujourd'hui. Élodie, quel est notre programme de la journée? Bonjour à tout le monde, ravi d'être avec vous. Donc, ce qu'on vous propose pour ce webinaire, c'est quatre temps d'éclairage. Le premier, c'est finalement se dire qu'est-ce que c'est que le modèle socio-économique, donc apporter une définition. Ensuite, de parler des différents modèles de socio-économiques qui sont identifiés, les leviers pour agir, et Baptiste de PIE vous présentera les outils de financement. Donc, pour information, ce webinaire est enregistré. On vous enverra évidemment le support qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le lien pour revoir le webinaire sera également envoyé. Et par ailleurs, si vous avez des questions, des remarques ou autres, n'hésitez pas à utiliser l'icône qui est en haut de votre écran, qui est représentée par un commentaire qui va nous permettre en fait de suivre vos questions si vous en avez tout au long de cette heure. Donc, tout d'abord, pour commencer, la question de la définition. Alors, là, pour nous, le modèle socio-économique, c'est ce que disait Charles Benoît, c'est vraiment un outil au service du projet. Donc, la priorité, c'est vraiment de comprendre le projet, et le modèle socio-économique va être l'ensemble des ressources qui vont être mobilisées pour justement réaliser ces missions. Pour nous, le modèle socio-économique, il est composé de trois leviers. Le premier, ce sont les richesses humaines. Alors, ça peut être les salariés, les bénévoles, les volontaires en service civique, le mécénat de compétences, des stagiaires. C'est finalement l'ensemble des compétences qu'il faut mobiliser pour réaliser le projet.
Deuxième levier, ce sont les finances, les sources de financement. Et le troisième levier, ce sont les alliances, c'est-à-dire l'ensemble des synergies qu'il va falloir mettre en œuvre pour réaliser le projet. Donc vraiment, hein, le modèle socio-économique, c'est finalement de mobiliser tous les types de ressources, les natures de ressources qui vont permettre au projet d'être réalisé. Et il se distingue du coup de l'analyse financière qui relève plutôt du pilotage de l'activité. On a voulu illustrer donc le modèle socio-économique par quelques chiffres. On a pris ceux du secteur associatif. Donc, par exemple, s'agissant des richesses humaines, dans le secteur associatif, il y a 12,7 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. S'agissant du financement, le budget du secteur associatif est de 113 milliards d'euros. Et enfin, s'agissant des alliances, on vous a proposé le chiffre de 1,2 million de partenariats qui concernent les partenariats associations-entreprises. Donc, on voit bien que, s'agissant du secteur associatif, c'est un acteur socio-économique qui est majeur. Donc, après avoir vu la question du, finalement, c'est quoi le modèle socio-économique, on vous propose de vous présenter les différents modèles qui existent. Alors, avant de vous présenter les modèles, déjà, peut-être en préambule, de comprendre comment sont structurés les modèles socio-économiques. Et là, il y a deux questions majeures qu'il faut avoir en tête. D'abord, c'est qui est-ce qui apporte les ressources? Ça peut être les membres, ça peut être des acteurs publics, ça peut être des acteurs privés, que ce soit des personnes ou des organisations. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est avec quel objectif ils apportent ces ressources? Est-ce que c'est en contrepartie d'un service ou est-ce que c'est sans contrepartie de service? S'agissant par exemple des membres, ils apportent des cotisations. Si c'est en contrepartie d'un service, on sera plutôt dans une logique d'abonnement. Si c'est sans contrepartie d'un service, on sera dans une logique plutôt militante. Pour les acteurs publics, lorsqu'il y a une contrepartie d'un service, ils agissent dans le cadre d'une délégation de service public, d'une commande publique. En revanche, s'ils n'attendent pas la contrepartie d'un service, ils apporteront leurs ressources dans une logique de subvention. Et enfin, les acteurs privés, s'ils attendent un service, ils seront dans une logique de prestation de service. Et s'il n'y a pas de contrepartie d'un service, alors les ressources seront sous forme de dons, s'agissant des personnes, ou de mécénat, s'agissant des organisations. Donc, on voit de cette structuration qu'il y a finalement deux grands types de modèles qui peuvent se distinguer. Ceux qui relèvent de ce que nous on appelle les opérateurs d'utilité sociétale, donc c'est dès lors qu'il y a une contrepartie d'un service, et le modèle des structures d'intérêt général qui relève plutôt des modèles sans contrepartie d'un service. Alors, à partir de cette structuration, on a défini trois logiques donc des modèles socio-économiques et qui s'appuient sur trois logiques de financement différentes. Donc, c'est vraiment la barre supérieure que vous avez en haut du schéma. Donc, tout d'abord, la première logique, c'est la contribution des membres, c'est-à-dire ce sont les membres qui assurent la plus grande partie des besoins financiers de la structure. Ensuite, vous avez une logique de revenu d'activité. Donc, dans ce cadre-là, l'acteur génère son propre équilibre économique, même si par ailleurs, il pourra compléter par d'autres sources de financement. Et la troisième logique de financement, c'est ce que nous, on appelle le financement par un tiers, qu'il soit public ou privé. Et donc, ce tiers, il est vraiment nécessaire pour solvabiliser l'activité. Et donc, ça veut dire que l'acteur, son modèle est vraiment dépendant du financement par tiers. Donc, à partir de ces trois logiques de financement, on a identifié 7 modèles socio-économiques. Le premier, donc c'est M1, ce que nous on a appelé l'autonomie des membres, donc c'est bien les membres qui financent la majeure partie de l'activité, et on le retrouve souvent dans le cadre de structures qui militantes et qui sont 100% bénévoles. Ensuite, dans le cadre des modèles revenus d'activité, donc on en a deux. Donc M2 qui concerne la vente de prestations de services, on retrouve beaucoup, on verra d'ailleurs tout à l'heure un exemple, notamment les entreprises d'insertion. Le modèle de revenu d'activité, mais qui est plus lié à l'acteur public, donc ce que nous on appelle le M3, c'est-à-dire l'opérateur de politique publique, et on retrouve souvent ce type de modèle auprès des acteurs du sanitaire et social, et on verra d'ailleurs tout à l'heure un autre exemple. Et enfin, pour le financement par tiers, on a distingué les financements publics des financements privés. S'agissant des financements publics, on a le modèle subvention publique, donc M4, qui concerne beaucoup d'associations. Vous avez donné comme exemple la Maison des associations, qui est un acteur de proximité qui a pour objectif d'accompagner les associations dans leur vie. Le modèle M5 qu'on appelle abondement, que l'on retrouve notamment dans la solidarité internationale, où le principe c'est que l'acteur public abonde dès lors que l'acteur apporte lui-même une partie du financement. Et enfin, les deux autres modèles qui relèvent de financement privé, donc on a le modèle M6 que l'on appelle mobilisation privée, que l'on retrouve dans de nombreux cas, on verra tout à l'heure l'exemple de l'AFM Téléthon, et le modèle M7
que l'on a appelé modèle mutualisé, que l'on retrouve dans la médiation, notamment l'exemple des PIMS, qui est un acteur de médiation sociale, ou finalement qui a été créé par un certain nombre d'entreprises qui ont mutualisé leurs moyens pour permettre à cet acteur de réaliser ses missions. Cette typologie, elle est vraiment interprétée sous un angle de modèle donnant, puisque évidemment chaque acteur a des sources de financement qui sont diversifiées, mais en général, les acteurs se structurent autour de leviers qui sont dominants, dans lesquels en fait la répartition des ressources est la plus importante. Donc après, évidemment, pour chacun, il y aura la nécessité de trouver son propre barycentre en fonction de cette modèle. Alors on vous propose quelques illustrations. Le premier avec l'AFM Téléthon que vous connaissez tous dans le cadre des actions du Téléthon. Ce qu'on peut dire, c'est que son modèle dominant, c'est bien celui M6, donc mobilisation privée, puisque 90% de son budget permet de financer ses activités de recherche et d'aide aux malades. Et il est complété par de la subvention publique et de la vente de prestations. Ensuite, un autre exemple, c'est celui de l'association des cités du Secours catholique qui gère des établissements d'accueil et d'hébergement. Son modèle dominant, c'est le modèle opérateur de politique publique, puisque 85% de son budget est assuré justement par des conventions de délégation de services publics qui permettent d'inscrire l'activité de l'association dans le cadre de politiques du logement et de l'insertion. Et ce modèle-là, donc, ce financement-là, il est complété par de la vente de prestations et puis dans une moindre mesure par des cotisations, de la subvention publique et de mobilisation privée. Dernier exemple qu'on vous propose, ce sont les délices d'Alice, qui est une entreprise d'insertion. Donc son modèle dominant, c'est vraiment M2, c'est-à-dire de la prestation, de la vente de prestations de son savoir-faire, et il est complété par de la subvention publique et dans une moindre mesure de la mobilisation privée. Juste pour terminer, cette typologie, c'est vraiment une grille de lecture et elle doit permettre d'ailleurs de faire le lien aussi, après on va le voir, avec les finalités du projet. Donc il y a vraiment un lien à faire entre modèle et projet. Juste un point pour souligner ce qu'évoquait Elodie tout à l'heure sur la différence entre un opérateur économique d'utilité sociale et une structure d'intérêt général. L'exemple des structures d'insertion par l'activité économique est un très bon exemple, puisque en fait, vous pouvez avoir des modèles différents dans les structures d'insertion par l'activité économique. Soit vous êtes, comme le cas des délits une entreprise d'insertion. Et donc, vous serez bien dans un modèle, finalement, M2, c'est-à-dire le revenu d'activité, dont vous allez compléter en partie par des subventions pour pouvoir compenser, finalement, les coûts supplémentaires qui sont liés à l'inflation. Mais vous êtes bien dans un modèle vraiment d'opérateur économique d'utilité sociale, c'est-à-dire que finalement, votre mission, votre double mission, elle est de pouvoir avoir une dynamique économique et une dynamique d'accompagnement social, et finalement, les conditions dans lesquelles vont s'exercer l'entreprise d'insertion vont permettre aux personnes en insertion de pouvoir être le plus proche possible de la logique du travail pour les préparer finalement à rejoindre une entreprise éthique dans la suite. Contrairement à des chantiers d'insertion, et là l'objet finalement du chantier d'insertion n'est plus le même. On est dans une logique de préparation beaucoup plus longue sur finalement une personne pour pouvoir l'aider à reprendre confiance en elle-même et pouvoir finalement se préparer elle-même à se former ensuite dans cette dynamique-là. Donc on n'est pas dans une sortie immédiate finalement vers un retour à l'emploi dans l'univers classique, on est bien dans une phase préparatoire et ça se traduit par le modèle économique qui n'est pas le même, puisque dans le cas de l'entreprise d'insertion, 70% du revenu doit provenir, plus de 60% du revenu doit provenir des revenus d'activité de la structure, alors que c'est exactement l'inverse dans un chantier d'insertion où au maximum la structure peut avoir des revenus d'activité à hauteur de 30 à 40%. Donc on est bien dans une dynamique, dans un choix de modèle extrêmement différent, même si nous sommes bien dans les deux cas, dans de l'accompagnement à la réinsertion sociale à travers l'emploi, mais avec deux missions qui sont complètement différentes. Et donc il y a bien un choix pour l'acteur de dire est-ce que je vais être plutôt une structure d'intérêt général dans cette logique de chantier d'insertion, ou
ou est-ce que je vais plutôt être un opérateur économique d'utilité sociale dans cette logique d'entreprésentation? Les deux, bien évidemment, sont indispensables, totalement complémentaires, mais ne répondent pas ni aux mêmes logiques, ni au même modèle socio-économique, et c'est là où il est très important de bien faire la différence entre ces deux modèles, d'intérêt général d'une part, et d'acteurs économiques d'utilité sociale de l'autre. Alors, pour bien faire le lien entre modèle économique et projet, il est utile peut-être de rappeler, de distinguer les différentes missions d'intérêt général. La première relève d'une fonction d'engagement, c'est-à-dire que les structures d'intérêt général sont le lieu d'incarnation de l'engagement bénévole, donc au service du projet collectif. Et donc, dans le cadre de cette fonction, il y a différentes missions qui peuvent être portées, comme l'animation de l'engagement, le plaidoyer ou la représentation des bénéficiaires. La deuxième fonction, ce qu'on a appelé la capacité d'innovation, c'est-à-dire que ces structures d'intérêt général sont des lieux d'expérimentation, donc d'innovation, parce que ce sont des acteurs qui sont en proximité avec les populations qui sont accompagnées, avec les territoires, et donc de fait, elles arrivent à identifier les fragilités et à pouvoir y répondre. Donc en termes de mission, ce sont des acteurs qui font de la recherche et développement empirique, aussi qui apportent de la capitalisation des connaissances. Et troisième fonction qu'on a appelée capacité d'action, finalement, ce sont des structures dont on parle sont aussi des opérateurs, dans certains cas, dans certains domaines, et qui viennent en complémentarité de ce que font les opérateurs publics et ou privés. Donc, en termes de mission, ça se concrétise par des apports de services, de l'accompagnement des fragilités, donc toujours en complémentarité de ce que font les opérateurs publics et privés lorsqu'ils ne peuvent pas intervenir. Donc, 3 catégories de missions d'intérêt général. Et nous insistons bien sur cette troisième catégorie d'opérateurs, c'est uniquement si les acteurs ne peuvent pas intervenir. Et c'est dans cette condition-là et à cette condition que les opérateurs publics et privés ne peuvent pas intervenir, que la structure peut être qualifiée d'intérêt général et donc bénéficier notamment du premier levier du modèle socio-économique d'une structure d'intérêt général, c'est-à-dire l'engagement bénévole pour l'action. Pour la question de gouvernance, c'est un autre sujet. Mais pour l'action, seules les structures d'intérêt général ont le droit de mobiliser des bénévoles au service de leur action, si c'est un acteur économique d'utilité sociale, le recours au bénévolat est, par la loi, le droit du travail, strictement interdit. Donc il faut bien se poser la question, et d'où la fameuse règle des 4 P dans l'intérêt général, dans une logique fiscale, de se poser la question, est-ce que je suis bien, finalement, en subsidiarité d'une mission que ni les opérateurs publics, ni les opérateurs privés ne peuvent assurer? Si ce n'est pas le cas, je ne suis pas une structure d'intérêt général, je suis bien un opérateur économique d'utilité sociale. Encore une fois, ce qui est une très belle mission, mais ce qui est un autre modèle qui ne correspond pas au même modèle socio-économique. Et donc, pour se dire comment corrèlent les missions d'intérêt général et modèle socio-économique, finalement, on vous propose donc ce schéma-là, en disant, toutes les missions qui relèvent de l'engagement, donc le rôle d'animation, de plaidoyer, de représentation des bénéficiaires, le modèle économique peut se baser sur le modèle d'autonomie des membres, mais il peut aussi évidemment porter par les modèles de financement par tiers, qu'ils soient publics ou privés. Tout ce qui relève de la capacité d'expérimentation dont on parlait tout à l'heure, dans la mesure où l'expérimentation ne peut pas être rentable, donc il peut être financé par des tiers, qu'ils soient publics ou privés. Donc là, vous avez les 3 modèles de financement par tiers. Et enfin, pour ce qui est de la capacité d'action, donc le rôle d'opérateur, là, il faut se poser la question de savoir si la mission, elle est principalement portée par des bénévoles ou si elle est principalement portée par des salariés. Si elle est principalement portée par des bénévoles, le modèle socio-économique sera plutôt du financement par tiers. Si elle est principalement portée par des salariés, le revenu d'activité pourra être porté sur le revenu d'activité pour permettre du coup à l'activité d'assurer sa stabilité. Donc voilà, une grille qui permet de se positionner et qui permet aussi de faire le lien entre le modèle et le projet, et donc d'identifier quel est celui qui est le plus pertinent en fonction de son propre projet, de ses finalités. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'au regard donc de ces différents concepts, de ces différents modèles, on vous propose de visionner une vidéo d'acteurs de l'environnement qui se sont posé la question de la transformation de leur modèle et qui a donné lieu à de nombreux échanges, et vous allez le voir, c'est assez amusant. Mais tout à fait, donc l'idée des cactus est parfaite. Moi, je suis rentré dans une asso environnementale avant tout pour sauver la planète. Mais je sens qu'aujourd'hui,
On va encore parler sous et budget. La Terre se meurt et avec elle notre situation financière. Si on ne prend pas un tournant radical, mais c'est l'avenir de l'association qui est menacé. Mais il faudrait... Il faudrait déjà arrêter les chorales déguisées en sapin. Ça a l'air ridicule et ça rapporte rien. Bon, allez, avec un peu d'imagination, on peut faire des miracles. Et ma proposition de vente de cactus miniatures à domicile, c'était pas une bonne idée, ça? Ah ouais, avec marqué I love my cactus, ça pourrait être sympa. Je pense qu'il faudrait... Écoutez, j'ai fait les comptes. À raison de 10 € le cactus, si on en vend 1000, eh bien ça fait presque un tiers de TP. Et si tous les cactus nous restent sur les bras? Ah ouais, ça piquerait. Non mais on n'est pas des commerciaux, on n'est pas là pour ça. Et une tombola. Ça pourrait nous faire de la com et rapporter le pactole. Mais notre modèle économique ne peut pas se résumer à une vision comptable et financière. Où est le projet de l'association dans tout ça? Il faut de la cohérence avant tout. Moi je propose... Des formations de jardinage tant qu'à faire. Ça devient ridicule. De toute évidence, ce sont mes cactus qui sauveront la sauce. Écoutez-moi, enfin, moi j'ai dans l'idée de... Qui vote pour ma tombola? Qui vote pour mes cactus? On n'y arrivera jamais. Non mais il faudrait juste que... Tombola. Cactus! Jardinage. Alors, pour continuer dans ce webinaire, on vous propose, après avoir vu les différents types de modèles socio-économiques, de voir finalement quels sont les leviers pour agir, quels sont les leviers à actionner de façon la plus pertinente en fonction de son modèle. Alors, vous voyez dans ce schéma, ce que nous, on a appelé l'arbre des leviers, les leviers du modèle socio-économique qui vont permettre soit de réduire les coûts, soit d'augmenter les revenus. S'agissant des coûts, en fait, on va pouvoir agir par les alliances et les leviers richesses humaines pour pouvoir lancer des actions de mutualisation de moyens et des coûts évités. Et puis, il y a toujours aussi la possibilité d'optimiser les coûts en identifiant les sources d'économie qui peuvent être réalisées. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir tous les leviers qui vont permettre de diversifier les revenus et les sources de financement. On a parlé des cotisations tout à l'heure et on vous donnera quelques chiffres qui vont illustrer ces différentes sources de financement. Donc, il y a des cotisations, il y a des financements publics, les revenus d'activité et ce que nous, on a appelé les diversifications de fonds privés qui se subdivisent par des fonds solidaires qui sont des fonds d'investissement solidaires. Il y a également les partenariats, notamment avec les entreprises. Et puis, il y a toute la logique de don, alors la logique de grands donateurs et de legs et la générosité du public. Donc, vous voyez un ensemble de leviers qui sont assez divers et qu'il va falloir activer en fonction du modèle dans lequel on se trouve. Alors, pour illustrer notamment les leviers financiers, on vous a donné quelques repères. Donc, sur les cotisations, ce qu'on dit, c'est que finalement, depuis un certain nombre d'années, depuis à peu près une dizaine d'années, finalement, elles n'ont pas énormément évolué, elles sont plutôt stables. Lors de la dernière étude qui a été publiée en 2018, on est à 9% des cotisations. En 2011, on était à 11%, en 2006, 12%. Donc, on voit que c'est relativement stable depuis une dizaine d'années. S'agissant des subventions publiques, on est à 20% du budget actuel donc, du secteur, ce qui représente quand même 23 milliards d'euros. Et effectivement, ça diminue, puisqu'en 2011, on était à 24% et en 2006, à 34%. S'agissant des revenus d'activité, c'est là où il y a probablement le plus fort changement et à la hausse, puisqu'on est à 66% du budget qui est représenté donc, par les revenus d'activité, ça représente 75 milliards d'euros. Et dans ces revenus d'activité, on a la commande publique, 24%, et la participation des usagers à 42%. Et donc, si on compare par rapport à 2011 et 2006, en 2011, en termes de commande publique, on était à 25%, et 36% de participation aux usagers. Donc là, on voit déjà un écart pour la participation des usagers. Et en 2006, on était à 17% de commandes publiques et 32% de participation des usagers. Et puis pour terminer, sur la diversification des fonds privés, pareil, une certaine stabilité puisqu'on a 5% du budget actuel. En 2006, on était aussi à 5% et en 2011 à 4%, donc une relative stabilité depuis 10 ans, une dizaine d'années. Alors, concernant les financements publics, puisque c'est un sujet qui est toujours d'actualité dès qu'on parle de l'ESS, il ne faut pas se tromper d'analyse. Les bases ne sont pas les mêmes, puisque en 2006, on parle de 70 milliards de budget et en 2011,
Et en 2018, quand cette étude est sortie, on parle de 113 milliards d'euros de budget. Il y a une croissance très forte de ce budget. Et donc, quand on regarde les financements publics, qui sont passés de 51% à 44%, ils ont baissé proportionnellement, mais ils n'ont pas, en termes de montant, diminué tant que cela. Ce n'est pas donc sur la baisse des financements publics dont il est question de façon la plus structurelle, c'est bien la modification du modèle de relation entre l'acteur public et les structures de l'ESS. En effet, lorsque en 2006, on était grosso modo à 2 tiers de subventions pour 1 tiers de commandes publiques, on a inversé la tendance aujourd'hui, on est à plus de 50% aujourd'hui de commandes publiques par rapport à la subvention. C'est donc bien un changement de la façon dont l'acteur public travaille, coopère avec les acteurs de l'ESS dont il est question, plus finalement une transformation financière, même si encore une fois, vu l'accroissement des besoins, le poids proportionnel des acteurs publics est en réduction, mais en termes de montant en valeur absolue, il n'y a pas une dimension extrêmement substantielle. Deuxième point qui est très important à souligner, certes, les financements de subventions ne représentent plus que 20% aujourd'hui sur les missions d'intérêt général, mais elles représentent néanmoins 20 milliards d'euros d'investissement. Autrement dit, on est bien dans une logique où on n'est pas en train de tomber à quelque chose qui ne représente plus rien, loin de là, et il est très important, et encore plus important dans cette logique de raréfaction de ressources, de bien savoir et de bien identifier par rapport à son propre modèle économique et par rapport à sa propre mission, est-on une structure d'intérêt général ou est-on un opérateur économique d'utilité sociale? Parce que bien évidemment, ce levier de la subvention ne pourra pas être utilisé de la même façon. Attention, c'est là où la question de la diversité des modèles socio-économiques des structures de l'ESS sont très intéressantes parce qu'elles peuvent finalement répondre à des diversités de projets. Certains sont des structures d'intérêt général, d'autres sont des acteurs opérateurs économiques d'utilité sociale, et donc on peut trouver effectivement un modèle de financement qui correspond à son projet. Le pire est finalement de se tromper de modèle et de ce fait d'y mettre des leviers qui ne sont pas adaptés par rapport à son propre modèle. Merci Charles Benoît. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est la présentation des outils de financement de PIE, et donc je laisse la parole à Baptiste. Merci. Du coup, pour recontextualiser un petit peu PIE, nous on est un acteur du financement en fait, de l'ESS à Paris depuis 2000. On dispose de plusieurs outils, des outils de prêt, des outils de subvention, des outils d'intervention propres, qui sont adaptés en fonction des besoins des structures qu'on accompagne, mais également de leur modèle économique. Donc on est en première ligne, si j'ose dire, sur ces questions-là de compréhension des modèles et puis d'accompagnement aussi des structures à la compréhension de leur modèle socio-économique. Et le plus intéressant, à l'évolution de ces modèles. Parce qu'on a vu depuis 2000, les constats que tout le monde partage, baisse de subventions, augmentation de volonté d'aller chercher des financements privés, et puis un contexte macroéconomique également qui pousse certaines structures à développer leur activité. D'autant plus que PIE a également récupéré le dispositif local d'accompagnement depuis 2017. Donc on accompagne également des structures en dehors du financement, mais vraiment sur la structuration de leurs activités. Et ces questions-là reviennent souvent. D'où le constat, en fait, qui a été fait par le RAMO, que nous, on a également fait dans le cadre de nos activités, et d'où l'intérêt aussi d'apporter peut-être à la réflexion ce regard de financeur. Et donc là, l'idée de mon intervention, c'était peut-être de présenter nous ce qu'on regarde en tant que financeur, justement avant l'intervention, par rapport au modèle socio-économique des différentes structures. Parce que derrière les 4 leviers de financement, on a parlé de Elodie et Charles Benoît, nous, ce qu'on regarde, c'est tout de suite l'impact opérationnel en fait, sur les ressources humaines, notamment, puisque chaque levier de financement en fait, possède des leviers à activer, mais également des compétences qu'il faut avoir en interne et puis des risques qu'il faut savoir anticiper.
Donc, la répartition en fait entre ces 4 leviers, cotisation, subvention publique, revenu d'activité et fonds privés, elle est très intéressante parce qu'elle va évoluer en fait en fonction des dynamiques des activités. Et nous, notre enjeu, c'est de comprendre si derrière voilà, ce que les structures nous présentent, s'il y a les compétences, si les risques sont bien mesurés, et si les leviers sont activables. Donc, je vous propose de reprendre rapidement du coup les 4 activités, les 4 leviers de financement. Si une structure nous parle de cotisation dans son modèle, nous, on va tout de suite regarder la communauté en fait d'adhérents, la communauté de structures qu'elle fédère, et comment elle légitime en fait cette cotisation. Le levier, c'est bien évidemment de développer le nombre d'adhérents, de gérer cette communauté, et puis surtout de légitimer cette cotisation. Parce qu'on a énormément, par exemple, je prends l'exemple des réseaux, qui voient leur modèle économique s'affaiblir, car c'est un levier, voilà, le fait de légitimer un coût qui a été un peu délaissé. D'où l'intérêt de comprendre quelle est la stratégie de la structure pour légitimer cette cotisation. Et pour mettre en place ces stratégies, il y a des compétences qu'il faut avoir, animer une communauté, savoir communiquer aussi à ses adhérents, et les risques que nous on mesure en tant que financeur, c'est bien évidemment la volatilité par exemple, des revenus selon les années, puisque c'est des revenus qui ne sont pas forcément assurés, et cette capacité du coup à fédérer autour de son projet. Sur le levier des subventions publiques, là encore, il y a des leviers à activer, notamment de la reconnaissance de son action, la mise en avant de l'impact de son action, la relation également avec les partenaires publics. Et ça appelle à des compétences qui sont assez importantes de veille aussi auprès des financeurs auprès des opportunités, de remplir des demandes de subventions de manière assez conséquente. Et ça demande du temps. Et voilà, si une structure vient nous voir en nous disant qu'elle va aller chercher de la subvention et que derrière, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de temps qui est potentiellement allouable à ce travail-là, nous, on va mal y prendre. Les risques qui sont liés à ce levier-là, c'est bien évidemment l'incertitude du financement, les enjeux de trésorerie également, parce qu'on a souvent des financeurs qui financent sur justificatif ou qui financent à posteriori, donc avec un besoin en recouvrement qui est quand même important du financement qu'on va avoir avec un délai de versement assez conséquent. Tous ces risques-là doivent être pris en compte dans la bonne compréhension du sous-modèle et puis des leviers qu'on va pouvoir utiliser. Le troisième levier qui est de plus en plus activé par des acteurs de l'ESS qui veulent consolider un peu leur modèle et se diversifier sur les leviers d'activité. Des structures de l'ESS qui ont identifié des opportunités sur une vraie offre commerciale, en fait. Mais ce n'est pas forcément leur cœur de métier. Donc nous, on va être vigilant à essayer de comprendre si la structure a bien pris conscience de ce que ça amène en fait de développer une activité. On parle de taux de marge, on parle de rentabilité, on parle de qualité d'une activité commerciale, donc c'est des choses auxquelles ne sont pas forcément exposées les associations de manière historique. Et nous, on va essayer de comprendre s'il y a bien les compétences qui sont en place et si l'hypothèse de développer ces activités est faisable. Les compétences, bien évidemment, du développement commercial, une gestion de la relation client. Voilà. Quand une association développe une activité commerciale, elle ne traite plus qu'avec simplement des bénéficiaires, elle va traiter avec des clients qui vont payer une prestation. Donc c'est important de prendre conscience de ça. Et également de prendre conscience que l'activité se trouve dans un contexte extérieur à l'association qui est celui d'une concurrence commerciale. L'offre qu'on propose, elle est proposée par d'autres acteurs, d'entreprises notamment. Il y a un travail à faire sur la compréhension de la concurrence, la compréhension du marché, le positionnement. Et toutes ces choses-là sont des compétences qui ne sont pas forcément présentes dans toutes les associations qui évoquent le fait de développer des. Et enfin, les fonds privés, ce qui est assez proche en fait en termes de compétences et de métier d'aller chercher des subventions publiques, mais c'est pas du tout la même approche.
On va aller voir quel est le réseau de partenaires potentiels de la structure, quelle est la valeur qu'elle est capable de proposer. En général, notamment dans le cadre de petites RSE, les entreprises financent parce qu'elles ont un intérêt à financer en termes de RSE, en termes de communication, de contenu, en termes de promotion de l'impact social. Toutes ces choses-là sont des leviers à bien prendre en compte. Sur les compétences, là encore, c'est énormément de travail de relationnel, de demandes qui sont souvent chronophages, avec des taux de réussite qui sont assez faibles. Il y a beaucoup de demandes à faire de travail pour peu de retrouver, sachant que ce qu'on dit souvent, c'est que ça prend autant de temps de demander 2 000 € que 50 000 €. Le travail de démarchage, de création d'un lien partenarial, il demande énormément de temps. Et là, encore une fois, les risques, c'est bien évidemment l'incertitude du financement et les contreparties qu'il va falloir aussi amener sans compromettre son projet social. Du coup, l'idée de tous ces leviers-là, c'est que nous, on va les analyser, en fait, on va regarder par rapport au projet qui nous est présenté, si tous ces leviers ont bien été compris, si ces compétences sont présentes, si les risques sont mesurables, si on peut les mesurer. Et ensuite, on va essayer de définir avec les structures une bonne solution. Une fois encore, si on regarde la différence entre une structure d'intérêt général et un opérateur économique d'utilité sociale, l'un comme l'autre peuvent utiliser l'ensemble de ces leviers. Simplement, ils ne pourront pas l'utiliser dans le même poids et dans les mêmes dynamiques. Nous l'avons vu tout à l'heure sur une structure d'insertion par l'activité économique, les mutualistes, qui sont un opérateur économique d'utilité sociale, qui pourtant a une partie tout à fait légitime de subventionnement à hauteur d'un peu moins de 30%. Donc, un opérateur d'utilité sociale peut avoir une partie de subventionnement. De la même façon, une structure d'intérêt général peut avoir une partie de revenus d'activité. Mais là encore, il faut se référer finalement aux règles des structures d'intérêt général, c'est-à-dire que cette partie de revenus d'activité, qui peut être très utile dans le cadre d'expérimentation, dans le cadre de pouvoir finalement tester sur le terrain d'autres méthodes, y compris celles dont les pratiques en termes commerciaux par exemple, de pouvoir offrir aussi d'autres services complémentaires, mais il doit se limiter à moins de 30% de l'activité pour ne pas être requalifié en opérateur économique d'utilité sociale. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de dire tel modèle égale telle ressource, on est bien dans l'ensemble des cas, dans une diversification de ressources, dans une capacité à utiliser des leviers complémentaires, mais pas dans les mêmes proportions et pas dans les mêmes logiques. Et deuxième point sur lequel je voulais insister, lorsque l'on parle finalement de la diversification des ressources privées, il y a bien deux réalités très très différentes qui ne se confondent pas, celle de faire appel à des particuliers, d'ailleurs, fussent-ils grands donateurs, mais on est bien dans la mobilisation d'une personne, d'une famille qui va pouvoir contribuer finalement à un projet, et celle des organisations, qu'elles soient finalement économiques ou académiques, qui vont pouvoir donner des moyens finalement au service du projet. Et on est dans une logique là qui va être dans une logique partenariale. Et donc on ne peut pas confondre finalement la mobilisation des personnes à titre individuel, dans leur capacité à se mobiliser en temps ou en revenus, et celle de mobiliser des corps sociaux, que sont les organisations, qui vont pouvoir être finalement des partenaires de l'acteur et du modèle économique sur lequel il repose. Donc cette distinction entre personnes et organisation est un point absolument essentiel à la diversification des ressources, parce que bien évidemment, on ne va pas mobiliser les personnes et les organisations de la même façon. Et du coup, en effet, c'est vraiment la répartition en fait, entre ces différents leviers qui est importante à comprendre. Nous, quand on nous demande, une demande de financement sur le type PIE comparé, le document qu'on met sur une demande, c'est un prévisionnel à 3 ans. C'est un document qui est très compliqué à produire pour pas mal de structures, parce que justement, il doit prendre en compte tout ce qui se cache derrière en fait, ces chiffres qu'on présente. Cette répartition de produits entre les subventions, entre les cotisations, entre les anonymes d'activité qui n'existent même pas encore. Nous, notre travail de financeur, ça va être
réussir à avoir au moins un maximum d'éléments de la structure pour pouvoir mesurer si le prévisionnel qui est présenté est réaliste ou non. En fonction de ce qui est présenté, en fait, nous, on va pouvoir se positionner. Ce qu'on regarde, en fait, sur un prévisionnel à 3 ans, ce que la structure nous propose, c'est un scénario. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. D'ailleurs, certaines structures proposent différents scénarios pessimistes, optimistes. Nous, ce qu'on va regarder vraiment sur un prévisionnel, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le niveau d'activité minimum qui permet en fait à la structure de rentrer dans ses frais et de rembourser par exemple la solution de financement si on part sur de la dette, voilà, de vraiment développer et de répondre, d'avoir une solution de financement qui est la dette. Et cette visibilité sur le prévisionnel va nous permettre en fait de savoir quel type d'outils proposer, si on va plutôt aller sur des subventions, si on va aller plutôt sur de la dette ou sur du fonds. Ça, c'est la première dimension, en gros, à prendre en compte sur construire une solution de financement. La deuxième étant, bien évidemment, ce qu'on va financer. Les structures viennent nous voir pour financer de la R&D où il va y avoir voilà, beaucoup d'investissements sans retomber tout de suite financière, ou financer des travaux, quelque chose de tangible avec un vrai projet de développement assez rapide. Ce ne sera pas forcément le même outil de financement. Et donc, en fonction de la capacité d'autofinancement en fait, qui est issue de notre analyse du prévisionnel, et puis du besoin qui est financé, on va pouvoir proposer plusieurs outils de financement, des subventions, des financements en dette ou l'investissement. Sachant que l'argent qu'on utilise au sein de PGE pour financer des projets, il doit servir à faire levier auprès d'autres acteurs du financement. Donc on a également un rôle de mise en relation avec d'autres acteurs du financement, notamment des acteurs bancaires qui parfois connaissent moins bien, en tout cas, le secteur de l'ESS que le secteur de la PGE, mais de plus en plus de banques ont des services ESS au sein de leur département et jouent le rôle voilà, de aussi financer ces acteurs sur des besoins qui sont finançables par la banque, tout ce qui est investissement, travaux, ce qui permet en fait de développer l'activité sur laquelle les banques peuvent se positionner. Et nous, notre rôle, c'est aussi de faire jouer ce rôle-là aux banques et puis de faire un intermédiaire avec d'autres acteurs. Et du coup, on arrive du coup derrière ces trois notions se cache vraiment toute une palette d'outils qui en fait adaptés, qui essayent en fait d'être adaptés à tous ces modèles socio-économiques qu'on a de l'autre côté en fait nos interlocuteurs. Les subventions vont bien évidemment financer plutôt un projet en amont ou en R&D. Je prends l'exemple souvent de notre seul outil de financement, c'était le fonds de confiance. C'est un outil qui est utilisé pour financer vraiment une étude de faisabilité. C'est-à-dire qu'on va financer la recherche en fait, d'un modèle économique, d'une structuration juridique, de ressources humaines qui va être adapté à un modèle économique qui, 6-9 mois, va pouvoir générer de l'activité. Et cette étude de faisabilité, ce temps, il va être financé d'une manière ou d'une autre, même si pendant ce temps-là, il n'y a pas de revenu qui est généré. Sur ces modèles-là, on va plutôt aller sur de la subvention. Sur des modèles où il y a le développement d'une activité qui existe déjà, on va grandir, on va ouvrir d'autres lieux, on va recruter des gens. Là, il y a des revenus d'activité qui peuvent déjà exister, qui peuvent déjà être mesurables, et du coup, on va pouvoir intervenir en prêt. Et on va aussi inviter les acteurs bancaires à intervenir, notamment par des outils de garantie. Parce que PGE, on a également la chance d'avoir des outils de garantie, c'est-à-dire qu'on prend le risque avec l'entrepreneur, avec la structure, et on garantit en fait l'intervention bancaire. C'est une garantie institutionnelle. Et puis sur des projets voilà, qui sont plus sur le temps long, avec une vraie logique de développement, de changement d'échelle, et des projets auxquels nous on adhère en tant
voilà, sur l'ADN en fait, du projet et qu'on a envie d'être plus qu'un simple financeur, même si on est dans tous les cas plus qu'un simple financeur, puisqu'on va travailler de mise en relation et d'accompagnement également, on peut imaginer une intervention en fonds propres ou en quasi fonds propres pour solidifier la structure et en fait, permettre à la structure aussi de lever plus de fonds auprès de banques et auprès d'un endettement potentiel, et puis pour accompagner le développement de la structure sur le long terme. Lorsque l'on parle d'innovation sociétale, on parle souvent des innovations de solutions, bien évidemment, voire des innovations de méthodes, c'est des nouvelles alliances en faisant partie. Mais il faut aussi souligner les innovations en matière d'outils de financement ou d'utilisation d'outils qui peuvent être des outils anciens, mais qu'on va rénover finalement pour bien répondre à ce type d'innovation. Et je pense à un outil particulièrement parce que c'est finalement un entre-deux avec un risque partagé entre la subvention et le financement qui est l'avance remboursable. Le principe de l'avance remboursable est assez simple. Finalement, un investisseur et le projet vont se mettre d'accord sur une capacité de rembourser finalement le prêt qui va être fait sous réserve de la réussite finalement du projet. Et c'est très intéressant parce que là, nous ne sommes pas dans une simple subvention où finalement le don vous est fait et si ce n'est la bonne utilisation des fonds, il n'y a pas d'engagement complémentaire de la part du projet qui en bénéficie. On n'est pas non plus dans le prêt, c'est-à-dire le risque. Que se passe-t-il si jamais finalement mon projet ne réussit pas? On est bien dans un mi-chemin où l'investisseur va prendre le risque au cas de non-réussite du projet, et le projet va bien s'engager en disant je pense que ce projet va réussir, je suis même certain que ce projet va réussir. Et donc, ce que je vous demande, ce n'est pas de me subventionner, mais bien de me faire confiance le temps que je sois capable de rembourser, finalement, cette capacité dont j'ai besoin aujourd'hui. Et cette logique d'avance remboursable fait partie des panels, des nouveaux outils financiers qui, dans le fond, juridiquement parlant, existent depuis très longtemps, mais donc, dans l'usage, dans la façon dont on va pouvoir en faire un outil de dialogue entre le projet et les investisseurs, va permettre de pouvoir finalement faire un chemin partagé entre le projet et ses partenaires. Et ça, j'insiste sur ce sujet-là parce que, encore une fois, nous parlons beaucoup dans notre travail de recherche de la triple innovation. Bien sûr, il y a l'innovation des solutions, comment être plus pertinent, répondre aux besoins, notamment des plus fragiles. Bien sûr, il y a les innovations en termes de méthode, d'approche, de complémentarité des acteurs et finalement de capacité d'un ensemble d'écosystèmes à inventer ensemble des solutions. Ce n'est pas un laboratoire de recherche, des alliances innovantes au service du bien commun qui dira le contraire, mais la question des modèles économiques, la question des modèles socio-économiques est une question au cœur de la transformation des modèles actuels. Et il est de la responsabilité de tous, et pas seulement du porteur de projet, de trouver les moyens d'inventer des solutions au fur et à mesure où, finalement, on a de plus en plus besoin à la fois de répondre à l'accroissement de besoins d'un côté et à la raréfaction des ressources de l'autre. Et c'est bien ensemble que peuvent s'inventer, finalement, ces nouvelles solutions. Et donc, le modèle socio-économique est aussi un outil de dialogue qui permet, finalement, à chacun de pouvoir trouver ensemble une solution qui soit tenable. Donc attention, soyons bien vigilants. Le modèle économique, ce n'est pas l'analyse financière. Ça n'est pas simplement une logique d'outils, finalement, qui permettent de donner de l'argent quand on a besoin. C'est bien l'économie au sens de l'équilibre de la maison. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de faire en sorte que mon projet va pouvoir se pérenniser dans le temps? Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux anticiper mes besoins? Et là, l'analyse d'un investisseur comme PIE est totalement... et la chance, finalement, qu'ont les acteurs de l'ESS, c'est d'avoir sur leur territoire, entre les fonds sociaux, les fonds territoriaux, pardon, de France Active, entre les différents outils de financement territoriaux, entre les différents dispositifs d'accompagnement, tels que les dispositifs locaux d'accompagnement, la prise en compte de la réalité territoriale du sujet dans le pays. Parce que bien évidemment, le fait que sur un territoire, les besoins ne soient pas les mêmes,
les acteurs ne soient pas les mêmes, les solutions existantes ne soient pas les mêmes, oblige chacun à réinventer très concrètement, localement, les solutions qui répondent à nos nouveaux besoins. Et donc, cette capacité à être au clair avec son modèle socio-économique est un enjeu majeur. Il ne s'agit pas d'une financiarisation de l'ESS, il s'agit bien d'un équilibre économique pérenne de chacun des projets, et notamment, et j'insiste là-dessus, sur ceux qui portent des missions d'intérêt général, parce que cela, nous avons une responsabilité collective pour sécuriser leur développement et les moyens dont ils ont besoin pour justement éclairer la voie et être le lieu de l'engagement. Cette capacité d'innover en termes de modèle socio-économique est donc un enjeu majeur sur lequel il s'agit de mobiliser, bien sûr, au premier rang les acteurs qui sont eux-mêmes concernés avec leur projet, mais l'ensemble de l'écosystème dans lequel ils se trouvent, les collectivités territoriales, les services de l'État, les entreprises, les acteurs académiques, leurs pairs, d'autres projets finalement qui peuvent les soutenir, et c'est bien ensemble que l'on inventera les modèles socio-économiques qui seront pérennes pour répondre aux besoins, et en priorité, et avant tout, pour ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous, que ce soit les personnes ou les territoires, où nous avons un devoir encore plus fort aujourd'hui de solidarité, et donc c'est bien dans ces dynamiques-là que la transformation et l'hybridation des modèles socio-économiques doit se concevoir. Alors, un petit temps d'échange peut-être. Est-ce que vous avez des questions sur les outils de financement qui ont été présentés par Baptiste, sur les différents modèles? Est-ce que vous avez des remarques? Sinon, dites-nous pour les quelques minutes qui nous restent. Et n'hésitez pas à passer par effectivement la partie commentaires dont certains ont déjà, que certains ont déjà utilisé. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à rédiger votre petit message, comme ça tout le monde pourra le lire et nous aussi. On pourra y répondre. Alors peut-être, en attendant, ce qu'on vous propose, c'est de présenter les prochaines étapes, peut-être, Baptiste. Du coup, l'idée de cette association entre Rano, Poulieu et Adali, c'est aussi de pouvoir déjà vous donner des outils un peu de lecture sur les modèles socio-économiques qui sont les vôtres, mais également peut-être vous accompagner de manière un peu plus concrète et de manière un peu plus individualisée également, que ce soit l'analyse sur des accompagnements de conseils sur le plan un peu stratégique, ou nous, dans le cadre du DLA ou du financement. L'idée, peut-être, c'est que suite à ces deux sessions de webinaire qu'on avait eues jeudi dernier, on vous aura un petit formulaire pour mieux comprendre vos besoins et puis également vous fournir les outils qu'on vous a présentés. Et suite à vos réponses, on vous proposera sûrement une session d'atelier de co-développement en physique. On pourra peut-être se rencontrer et essayer de comprendre un peu mieux les enjeux. Et selon les problématiques, vous orienter vers des solutions d'accompagnement, même hors projet régie. Étant donné que dans le cadre du DA et du financement, on commence à bien connaître l'écosystème parisien et puis même si ce ne sont pas à Paris, vous pouvez orienter vers la structure d'accompagnement également qui sont disponibles dans le Alors, il y a une remarque d'Andrea sur le fait de parler de subventions de fonctionnement et le constat, c'est plutôt des subventionnements de projet. Donc, est-ce qu'on a un éclairage supplémentaire à apporter? Oui, alors, les subventionnements aujourd'hui sont de plus en plus fléchés, et notamment sur les actions. Il est absolument indispensable, même quand on est dans une expérimentation, de pouvoir tenir en compte des coûts réels, finalement, de la structure dans laquelle on est en place. Alors, on ne reviendra probablement pas sur des subventions de fonctionnement sans fléchage. Mais la première étape consiste déjà à pouvoir bien dimensionner, chiffrer les expérimentations que l'on fait. Très souvent, on dit on va pas dépasser 7 à 8% de frais de fonctionnement, et c'est vrai, 7 à 8% de frais de fonctionnement, très objectivement, finalement, ça suffit. Mais il y a d'autres coûts à pouvoir associer.
Il y a des coûts, finalement, qui sont des coûts de comment est-ce qu'on capitalise. Comment est-ce qu'on, finalement, permet de prendre en compte la R&D dont on a besoin pour le faire. Et donc, à ces 7 à 8%, on peut rajouter aisément 10% de R&D de capitalisation. Et puis, il y a des questions de montée en compétences, de formation, de capacité de garantir la qualité du sujet. Et donc, on peut très facilement justifier d'avoir finalement 5 points qui sont consacrés à cette question compétences, qualité, formation qui est derrière. Et puis, on a bien évidemment de plus en plus, et c'est tout à fait logique, besoin d'évaluer, de pouvoir objectiver finalement cette logique-là. Et donc, 5 points sont aussi supplémentaires pour pouvoir assurer dans de bonnes conditions une évaluation, fut-elle une auto-évaluation d'ailleurs, qui permette de pouvoir le faire. Et puis, puisque nous sommes dans une logique d'équilibre de la maison, d'économie, il est absolument évident qu'il faut entre 2 et 3 points minimum pour pouvoir constituer progressivement des fonds propres qui permettent de le faire. Donc, quelque part, dans toute expérimentation qui se fait, il est absolument essentiel et indispensable d'y ajouter 30 points, je dis bien 30% de coûts structurels, qui ne sont pas des frais de fonctionnement, qui sont bien la prise en compte réelle de la structure dont on a besoin pour pouvoir conduire, finalement, ces missions. Et trop souvent, finalement, on se laisse piéger par un financement que d'action, en disant, le reste va suivre. Vous connaissez la célèbre phrase de Napoléon, l'intendant suivra. Ça lui a pas réussi, hein. L'intendant n'a pas suivi du tout. Et donc, certes, il est bien question de ne pas augmenter les frais de fonctionnement. Encore une fois, une organisation normalement constituée, avec 7-8% de frais de fonctionnement, elle fonctionne. Mais si elle n'a pas 30% de frais structurels qu'elle intègre pour tenir compte de la R&D, pour tenir compte des compétences à mobiliser, de la progression de la formation, pour tenir compte de l'évaluation et pour tenir compte finalement d'un équilibre financier pérenne, de pouvoir se doter d'une propre capacité, eh bien finalement, elle ne tiendra pas. Et donc la pédagogie n'est pas celle de dire non demain vers des subventions non fléchées de fonctionnement global, mais bien de prendre en compte la réalité de terrain des actions qui sont menées en chiffrant et en évaluant de façon pertinente le taux réel de structure dont on a besoin pour pouvoir conduire ces expérimentations et ces actions. Et là, c'est un discours pédagogique à conduire, y compris auprès de ses partenaires, qu'ils soient publics ou privés, parce que sans cela, finalement, on rêve d'une structuration qui serait un peu évanescente, hein, un peu comme les clouds numériques, et qui ne serait pas fondée sur la réalité de fonctionnement de nos structures, et notamment, je pense, aux structures d'intérêt général. Donc, ce n'est pas le subventionnement, l'expérimentation ou l'action qui est en cause. C'est la façon de prendre en compte, quand on finance ces sujets-là, toutes les conditions nécessaires pour que ces actions puissent être faites dans de bonnes conditions et non pas simplement, finalement, le coût direct de l'action et du coût tel qu'elle est engendrée. Et cette prise en compte-là, c'est sans doute la grande révolution qui est en cours aujourd'hui et la grande pédagogie à faire sur le subventionnement. Et dans ces conditions, alors oui, les 23 milliards de subventions seront de mieux en mieux utilisés et nous pouvons nous réjouir qu'ils soient focalisés sur la R&D, sur l'engagement des personnes finalement et que ces lieux de structure d'intérêt général restent des lieux d'engagement parce que nous avons besoin des 13,7 millions de Français qui donnent du temps, entre parenthèses, qui représentent 40 milliards, l'équivalent de 40 milliards d'économies, puisque finalement c'est une dimension économique aussi, le bénévolat tel qu'il est pris en compte, eh bien, ça peut permettre effectivement de justifier très très largement que ces 23 milliards augmentent et ne continuent pas à diminuer. Alors justement, sur le recours au bénévolat, on nous pose la question, est-ce que vous pouvez revenir sur la distinction modèle d'intérêt général, modèle d'utilité sociétale, et dans quel cas on a droit au bénévolat, ou on ne peut pas avoir droit au bénévolat? La distinction est assez simple, puisque en fait, il ne s'agit pas d'une question statutaire ou d'une question finalement de gouvernance, il s'agit tout simplement d'une question de mission et de modèle socio-économique. Si
vous êtes dans une structure d'intérêt général par nature. Vous ne pouvez pas être fondé sur un revenu d'activité par nature. Puisque votre statut d'intérêt général va justement vous être conféré parce que on reconnaît que l'action que vous engagez ne peut pas relever d'un revenu d'activité et en revanche est suffisamment générique pour l'ensemble de la cité pour que finalement des acteurs publics et privés, personnes et organisations puissent finalement contribuer à votre fonctionnement. Et donc, par nature, une structure d'intérêt général ne peut pas avoir un modèle dominant de revenu d'activité, ne peut être ni M2 ni M3. Mais en revanche, dans les deux dynamiques finalement que sont M4, M5, M6, M7, finalement, c'est-à-dire dans le subventionnement par un tiers, eh bien, elle va pouvoir trouver là les moyens de pouvoir avoir les moyens nécessaires pour pouvoir financer son activité. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir une petite partie de revenu d'activité, mais là encore, juridiquement, sa partie d'activité ne pourra pas dépasser un tiers. Ce qui veut dire que c'est extrêmement intéressant et extrêmement important de bien séparer finalement la mission. Et Élodie l'a dit tout à l'heure, 3 missions peuvent justifier d'être une mission d'intérêt général, être le lieu de l'engagement collectif, être finalement un acteur de R&D, aller de la captation du besoin jusqu'à des expérimentations innovantes qui sont après transmises à d'autres. Et troisième point, finalement, là où ni les acteurs, les opérateurs publics, ni les acteurs privés ne peuvent intervenir en subsidiarité sur certains territoires par rapport à certaines situations, de pouvoir, dans ce cadre-là, être considérés par l'acteur public comme tel et de pouvoir reposer sur un modèle économique, encore une fois, qui ne relève pas d'un revenu d'activité. Alors, il y a une question, je pense, pour Baptiste. Ouais. Oui, bah, vas-y. Non, non, mais parce qu'après, on passe. D'accord. Ouais. Alors, donc, vous pouvez me poser les deux marches à étudier pour solliciter un financement. Attends. Donc, je vais répondre à la première. Alors, il faut savoir que donc, PIE, nous, on porte les outils, on porte plusieurs outils, notamment les outils France Active et Initiative à Paris. Ces outils sont portés par d'autres structures sur d'autres territoires. Donc, il est bon de trouver la structure qui porte ces outils dans le département où vous êtes implanté. Si vous êtes à Paris, c'est assez simple, il faut aller sur le site pie.paris pour toutes les demandes de financement. Il y a un court formulaire en fait, à remplir selon qu'on fait une demande TPE ou ESS ou innovation. Et ensuite, c'est ce formulaire qui est vraiment très court. Il y aura un premier échange qui sera fait assez rapidement et l'idée c'est qu'on soit assez réactif pour traiter la demande dans les meilleurs délais. Une autre question d'Emmanuel Ribou qui demande sur la question des compétences. Est-ce que lorsque vous analysez donc les compétences, vous demandez un organigramme, des CV comment ça se passe c'est une très bonne question, c'est tout à fait le cas. À la fois dans le financement mais également l'accompagnement quand on fait du DLA. Nous, on s'intéresse énormément d'une part à la gouvernance, parce qu'il y a aussi des compétences qui sont présentes dans la gouvernance. C'est pas uniquement que dans les salariés, il y a des compétences qui sont aussi des bénévoles également. Donc, ce qu'on va demander, c'est comment fonctionne la gouvernance, qui sont les salariés, les CV des porteurs, et un organigramme, c'est souvent le cas. On les met d'ailleurs quand on présente une demande de financement à nos comités d'engagement. C'est souvent, on met les CV en annexe, les organigrammes, c'est légitime aussi. Une autre question, comment on utilise les modèles hybrides pour lever des fonds? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, pour ceux qui veulent et qui disent, effectivement, on fait à la fois de la R&D et un rôle d'opérateur. Bien là, le choix, il est très clair. Est-ce que, finalement, votre objectif prioritaire, c'est de devenir opérateur? Et dans ce cas-là, eh bien, il faut être sur un modèle dominant qui est un modèle de revenu d'activité, et vous allez, à la marge, pouvoir avoir des contributions complémentaires pour financer votre R&D, mais là, nous sommes exactement comme n'importe quel acteur public ou privé qui finalement développe un projet et tout en étant opérateur de son projet, développe de nouveaux projets et de nouvelles solutions.
Et donc, c'est bien une forme de service R&D au sein de l'opérateur qui va pouvoir, finalement, progressivement, amener de nouveaux produits et services. Et donc, il n'est pas interdit, bien évidemment, d'avoir une part en R&D, mais la masse majorité est en phase d'opérateur. À l'inverse, et ça, on est bien, typiquement, dans un modèle opérateur d'utilité sociale. À l'inverse, on peut choisir de vraiment rester un laboratoire de R&D, mais pour pouvoir être un laboratoire de R&D, de continuer à avoir un petit rôle opérateur. Je parlais d'unicité tout à l'heure, typiquement dans ce sujet-là. Et là, on revient effectivement à ce que nous disions tout à l'heure, sur la part prédominante du revenu d'activité par rapport finalement à d'autres formes de financement, que ce soit à travers les partenariats stratégiques, que ce soit à travers les subventions, qui vont permettre de financer majoritairement cette perte de R&D, mais sur lesquelles vous allez avoir une petite poche d'opérateur pour pouvoir avoir une logique un peu applicative qui reste dans le temps et pouvoir éventuellement d'ailleurs regarder 3 ans, 4 ans, 5 ans après comment ça se passe. Je voudrais aussi insister sur le fait que vous pouvez avoir une évolution dans le temps de votre modèle. Je donne un exemple très concret, historique, parce que justement très intéressant. Entre les deux guerres, il y a eu l'invention de la formation continue. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, eh bien, entre les deux guerres, finalement, la formation initiale suffisait. Et c'est une structure d'intérêt général, une association d'intérêt général en France d'ailleurs, qui a été l'une des pionnières à dire mais il ne faut pas se former qu'au départ, il faut se former plus longtemps. Et c'est intéressant parce que cette association a progressé dans les années 60. Finalement, elle est devenue opératrice de ce choix. Elle a fait le choix de ne plus être une structure d'intérêt général, mais de rester opératrice de son modèle. Et elle est passée d'association d'intérêt général à association à modèle de revenus d'activité, hein, donc avec la fiscalisation qui est associée à cela. Et en 2004, elle a encore fait un autre changement en passant au-delà de cette association syndicale, en créant une SAS pour porter son activité. Et cette structure est bien connue pour ceux qui connaissent la formation, puisqu'il s'agit de la Ségos, qui donc est, entre les deux guerres, passée d'une structure d'intérêt général à progressivement passer à un acteur, finalement, à revenu d'activité classique. Donc, il est bien évident que, et ça repose la question du modèle économique au service du projet social. Quel est le projet social? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut être durablement un acteur de R&D, défricher les nouveaux besoins et pouvoir finalement inventer des solutions qui y contribuent, en trouvant après des opérateurs qui vont reprendre, qui soient publics ou privés? Ou est-ce que finalement on va, comme n'importe quel acteur économique, inventer une solution et à partir de cette solution finalement développer son activité? Eh bien, c'est en fonction de cela qu'on va choisir dans quel modèle on se trouve. Et ça, c'est vraiment important parce que la relation avec vos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, doit être, dès le départ, extrêmement claire sur votre ambition. Ça n'est pas la même, encore une fois, de vouloir rester un acteur de défrichage, d'innovation, de mobilisation des énergies pour répondre aux nouveaux besoins et faire émerger des solutions, et celle de devenir un opérateur pour pouvoir durablement y répondre et développer des solutions à faire. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc cette question, finalement, elle est essentielle. Et alors, pour continuer sur cette question, est-ce que il y a la question du statut de l'opérateur? Est-ce que ça doit être une société ou une association ou une SIC? Alors, aujourd'hui, la grande force, finalement, c'est la diversité des modèles qui sont juridiques, qui sont associés. Historiquement parlant, effectivement, il y avait deux grands modèles, finalement. Les modèles, finalement, associatifs ou les modèles coopératifs, d'une part, et puis les modèles, finalement, des entreprises dites classiques, d'autre part. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a inventé un troisième modèle qui est un modèle de l'alliance par excellence. C'est-à-dire, comment je vais mettre autour de la table différents acteurs à des profils différents qui vont pouvoir mixer ce sujet-là, et c'est l'invention de la SIC. Donc en fait, vous avez trois choses différentes. Un, c'est finalement quel est le choix de gouvernance que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir une structure finalement dominante, finalement participative, et là vous allez choisir effectivement un
des enjeux et un des modèles disponibles dans le l'ESS. Parce que vous voulez avoir finalement une logique d'assemblage d'identités différentes pour pouvoir le faire, et là, la SIC est aujourd'hui une des solutions extrêmement intéressantes. Et puis vous avez un troisième point qui pour nous est un point vraiment d'attention très particulière, c'est oui, mais avant d'en arriver finalement à ce choix-là, vous pouvez être dans une expérimentation qui va associer différents acteurs de nature très très différente et finalement assembler des modèles économiques différents et des positionnements différents. Je pense par exemple quand la FM Téléthon est le premier laboratoire pharmaceutique d'intérêt général au monde pour produire des biothérapies génétiques et cellulaires, eh bien évidemment, la FM Téléthon est une structure d'intérêt général, mais qui crée, avec d'autres, finalement, un laboratoire pharmaceutique. Et finalement, c'est peut-être là où il y a une zone un petit peu aujourd'hui à inventer. Pourquoi? Parce que c'est de nouvelles alliances qui amènent des acteurs très très différents à contribuer à faire émerger de nouvelles solutions. Il n'y a pas encore, juridiquement, de solutions qui les protègent. Pourquoi? Parce que soit elles sont déjà suffisamment avancées pour décider de faire un projet commun, et là, un outil comme la SIC est particulièrement bien adapté, mais si elles ne l'ont pas encore, eh bien, quelque part, elles sont dans une zone un peu de risque. C'est d'ailleurs pour ça que nous militons depuis quelques années pour un droit d'expérimentation partenariale, c'est-à-dire pour protéger chacun dans la situation juridique dans laquelle il est. Et j'insiste sur le fait que nous sommes là en train de mixer trois sujets différents. Quel est le modèle de gouvernance sur lequel je souhaite reposer? Quel est le modèle socio-économique sur lequel je souhaite reposer? Et ces deux questions-là ayant une question sur, finalement, quel est le choix juridique de la structure qui va être la plus adaptée à mon projet. Mais vous voyez bien que la question du statut, en fait, vient en troisième, et pas en premier. Ce qui est, malheureusement, encore trop souvent le cas, où on va choisir un statut juridique, et après, on va essayer d'y faire coller et un modèle de gouvernance, et un modèle socio-économique qui soit derrière. Eh bien, c'est pas forcément la bonne chose. Il vaut bien mieux commencer par le quoi. Qu'est-ce que je veux faire en termes de projet? Quel est le modèle de gouvernance qui correspond à ce projet? Et le choix, bien évidemment, de la structure juridique qui va avec. Ce qui veut dire aussi que dans la vie d'un projet, et je parlais volontairement tout à l'heure d'un très bon projet qui a plus de 70 ans à travers la Ségos, la FM en a 60, il peut y avoir des moments où on a besoin, finalement, de faire évoluer son statut. Donc, quelque part, le statut n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. C'est bien, tout comme le modèle socio-économique, le statut juridique va être un outil au service du projet associatif, du projet que vous avez, du projet social, et c'est bien ça qui va être déterminant. Alors, une dernière question, Emmanuel Ribou demande si c'est judicieux de segmenter les types de financement selon le type d'activité. Par exemple, faire financer la R&D par du mécénat. Alors, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. Attention, attention. Dire, je vais faire financer ma R&D par le mécénat. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que la mission de service public qu'assure la Poste aujourd'hui, 185 000 personnes, bah, on va dire, bah, pour cette mission d'intérêt général, je vais faire financer par du mécénat? Non, bien évidemment. Donc, on ne peut pas sous-segmenter par activité et de dire, sur telle activité, je vais avoir tel modèle économique. Parce que sinon, on a quelque chose qui serait complètement déséquilibré et, j'allais presque dire, n'importe quelle entreprise, et aujourd'hui, vous savez qu'avec la loi Pacte, la question de comment l'entreprise contribue à l'intérêt général est questionnée, n'importe quelle entreprise dirait, bah, quand je vais faire ma R&D, finalement, eh ben, je vais la faire financer par du mécénat, et puis quand après, je serai opérateur, j'aurai un revenu d'activité. On ne peut pas sous-segmenter finalement un projet en disant pour telle activité, je vais y affecter tel modèle économique, même si, encore une fois, bien évidemment, une fois qu'on a une vision globale, systémique de son projet, on peut se dire quel va être le plus utile pour financer quel type d'action de mon projet. Mais on ne peut pas avoir plusieurs modèles dominants dans le même projet, parce que sinon, effectivement, nous irions dans quelque chose qui serait un peu incohérent, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait des modèles contradictoires qui se rencontreraient. Et je reprends mon exemple d'une structure d'insertion par l'activité économique. Elle peut faire le choix d'être une entreprise d'insertion. Elle peut faire le choix d'être un chantier d'insertion. Ça n'est pas le même projet. Ça n'est donc pas le même modèle socio-économique. Et pourtant, l'objectif est bien, finalement,
de pouvoir insérer des personnes éloignées de l'emploi. Donc, vous voyez à quel point c'est important d'avoir une vision globale de sa structure et non pas de découper par petits morceaux, parce que sinon, vous risquez finalement de faire quelque chose qui va être une fausse hybridation, c'est-à-dire quelque chose qui peut-être tiendra, mais sera juridiquement, légalement illégal. Et même si Jean-Paul Delevoye dit toujours que l'innovation est une désobéissance qui réussit, il faut faire quand même très attention de savoir jusqu'où on désobéit, parce qu'il faut après pouvoir en assumer les conséquences. Et certaines structures qui justement avaient pas bien compris qu'elles n'étaient plus des structures d'intérêt général, mais des opérateurs d'utilité sociale, se sont vu reprocher par Bercy et ou par l'URSSAF, finalement, le fait d'avoir utilisé des leviers d'intérêt général pour des structures qui étaient des structures économiques, fussent-elles d'utilité sociale. Donc c'est vraiment important de comprendre quel est votre modèle, et votre modèle socio-économique dépend de votre projet. Votre projet, votre modèle de gouvernance, votre modèle économique, ces trois éléments-là déterminant la structure juridique dans laquelle vous êtes. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je laisse la parole à ce qu'on vous propose. C'est si vous avez envie d'aller plus loin, en 2 sites numériques, le centre de capitalisation du Rameau qui propose toutes les ressources sur la question des modèles socio-économiques du Rameau. Vous verrez l'adresse qui est en libre accès à l'écran. Et la plateforme dont je parle qui s'appelle le Trajectoire socio-économique qui a été développée par le CRDLA Environnement et qui vous présente plein d'outils très pédagogiques, notamment une vidéo, et qui présente finalement la façon dont les acteurs de l'environnement se sont appropriés la question de la transformation de leur modèle socio-économique. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur la question des modèles socio